Bonjour Geneviève Bretagne. Vous m'entendez? Bonjour, oui, Ah oui, je vous vous entends m'entendez. très bien. De l'Agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse et de l'aire métropolitaine toulousaine. Vous vous occupez d'aménagement du territoire et d'intégration de l'adaptation dans les communes, dans les communes. Mais là, on va parler de communes rurales puisque on est quand même dans le cadre du PNR des Pyrénées-Ariégeoises. Votre intervention porte sur l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans l'aménagement du territoire. C'est vrai qu'on a parlé architecture, ben là maintenant on va avoir une focale un peu plus large et parler de ce qu'il y a autour. Voilà, vous avez tout résumé, donc je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin. On aborde aussi plein d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est un peu le sujet phare du moment, la question de l'adaptation en termes d'aménagement et comment on peut concevoir en fait des quartiers, l'aménagement d'une place ou d'une rue pour que ça réponde au mieux aux enjeux d'adaptation. Donc je vais vous partager, c'est moi qui le partage, hein, n'est-ce pas, le document? Ouais. Oui. Donc, oui, tiens, pendant que j'ai encore le micro ouvert d'ailleurs, rappelez quand même aux spectateurs de ce Carrefour Climat que vous pouvez, au fur et à mesure de l'intervention de Geneviève Bretagne, réagir, poser des questions qu'on posera ensuite en fin d'intervention avec la petite icône discussion ou converser selon. Voilà, pardon. Et vous pouvez lancer pendant ce temps-là votre visuel, c'est fait, c'est fantastique. voilà. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler d'adaptation au changement climatique en matière d'aménagement du territoire. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ce nouvel enjeu vient interférer ou nous donner des pistes pour concevoir des aménagements un petit peu différemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique? C'est un peu l'ensemble des évolutions que les sociétés, les gens, les décideurs, tout à chacun doit opérer en fait pour à la fois limiter les impacts négatifs des changements climatiques et puis pourquoi pas aussi maximiser les effets bénéfiques quand il y en a. Et donc on va considérer plein de choses quand on va parler d'adaptation. On va évoquer les différents aléas, hein. Est-ce que c'est de la chaleur, est-ce que c'est du risque inondation, de l'inondation, c'est voilà. Comment les populations ou les secteurs où les activités sont exposées, et puis surtout considérer quels sont les degrés de sensibilité qu'on doit considérer pour avoir des actions qui soient adaptées en fait aux impacts qu'on va observer sur un territoire. Alors ce que je voulais vous proposer pour démarrer ça, c'est un petit quiz, hein. Alors il y a 4 questions, donc ce que je vais proposer aux spectateurs, aux participants, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est de répondre s'ils veulent dans le fil de discussion. Pas besoin d'allumer son micro. L'idée, c'est de vous faire réfléchir ou alors vous notez juste ça dans votre tête. Donc, la première question, c'est quel est l'ordre de grandeur de l'augmentation de la température moyenne de la Terre depuis 1750? Est-ce que c'est 0,1 degré, réponse 1, 1 degré, réponse 2, ou bien 10 degrés, réponse 3? Alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, je ne vois pas le fil de discussion, donc il faudrait que je me l'affiche. Voilà. Voilà, l'idée, c'est d'être dans le spontané par rapport à ça. Ah mince, alors moi j'ai mon visuel Je qui ne sais bouge pas si plus. vous Ah oui, voyez, voilà. mais globalement, on a des réponses plutôt Ouais, autour de 1. Et il y en autour a de 1. il y a Ouais. des esprits forts qui disent 2. Ah, la réponse 2, pardon. Ah, la réponse Donc 1 2. degré. Donc il y a une Voilà. unanimité sur le 1 degré. Eh bien, vous avez raison. Effectivement, les moyennes, les bilans de température moyenne que peut nous donner Météo France montrent qu'effectivement, on est autour de 1 degré d'augmentation depuis 1750. Et puis, sachant que cette augmentation, elle s'est surtout réalisée sur un pas de temps assez court. Et donc, 1 degré, pourquoi pas, mais quand c'est aussi rapide, ça pose quand même question. Deuxième question, donc effectivement, on peut s'attendre à ce que ça puisse continuer d'augmenter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on va en parler. Alors je suis désolée parce que
mon diaporama ne marche pas bien. J'arrive pas à faire bouger les pages. Et je ne comprends pas trop pourquoi, en fait. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas comment faire. Je suis obligée de l'arrêter. Je vais le repartager, pardon. Si vous voulez, Lucille va essayer de le diffuser pendant que vous parlez. Voilà, et éventuellement, dites-lui quand il faut qu'elle tourne les pages. Ouais. Alors, on recommence une autre fois, et puis sinon, Oui. non, ça ne veut pas fonctionner. D'accord, mais peut-être Lucille peut le faire d'ici, en fait. Ouais, ce serait aussi simple. Essayez, dites tourner les pages et elle tournera les Oui, pages. voilà, on va faire ça comme ça. D'accord. Super. Donc, deuxième petite question. Tu galères aussi. Deuxième petite question. Alors, j'ai pris Toulouse parce que, bon, c'est la grande ville et puis que c'est facile à situer. Quel sera le climat de Toulouse en 2070-2100 selon Météo France? Est-ce que ce sera celui de Nice? Réponse 1. Celui de Rome? Réponse 2. Ou bien celui de Tunis? Réponse 3. Est-ce que vous en avez une petite idée? Pareil, je vous invite à noter ça sur le chat. Soit vous mettez la ville, soit vous mettez... Alors, Tunis, ce qui est super, c'est que là, Tunis, du coup... 3, Tunis, 3. Il y a une réponse Rome, mais sinon, c'est Tunis. Ouais. Eh bien, diapo suivante, on voit que vous commencez à être sachant sur la question, puisqu'effectivement, c'est plutôt Tunis qu'on met en perspective en termes de climat, de température et puis de toutes les conditions climatiques qui sont associées. Donc, sur la troisième question, donc diapo suivante. Pour favoriser le rafraîchissement, est-ce qu'il y a des formes végétales qui seraient plus à favoriser? Est-ce que ça suffit d'avoir des surfaces herbacées, enfin de l'herbe en fait, de la pelouse ou bien des prairies pour aider à rafraîchir? Est-ce que faut réponse 1, est-ce qu'il faut plutôt tabler sur les toitures et les façades végétalisées? Réponse 2, ou bien sur plutôt la présence d'arbres? Réponse 3. Alors, je vois toutes les réponses là, du coup, puisque j'ai le fil de discussion. Là aussi, vous êtes très sachant, donc on peut passer à la diapo 8. Ce sont effectivement les arbres. Alors, bien sûr, les 3 participent, mais les plus efficaces, on va dire, ce sont les arbres. D'une part, parce qu'ils vont apporter de l'ombre et donc ça amène du confort par rapport à l'ensoleillement et à la chaleur. Et puis, ça transpire un arbre. Et donc, en fait, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'eau qui est évaporée par l'arbre, participe également à rafraîchir. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce rafraîchissement, cette influence des arbres, elle est quand même un petit peu limitée aux alentours de 100 mètres, même si on peut espérer jusqu'à moins 3,5 degrés à peu près, 3,5 degrés. Donc, c'est plutôt efficace, mais c'est un peu limité dans l'espace. Donc, ça va amener à plutôt favoriser en fait des arbres de façon disséminée sur un territoire plutôt que d'avoir des parcs très éloignés les uns des autres. Voilà. Alors, dernière question, donc diapo 9. C'est alors j'ai pris quelle est l'intensité de l'îlot de chaleur urbain dans une ville comme Toulouse. Donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est la différence de température entre un centre de ville ou de village et puis l'extérieur qui est plus rural. Donc, c'est 1 degré, réponse 1, 4 degrés, réponse 2, ou bien 8 degrés, réponse 3. Donc là, j'ai beaucoup de réponses 2 ou de 4 degrés. Mais en fait, on n'a plus rien à vous apprendre puisque, effectivement, en tout cas sur Toulouse, si on passe sur la diapo 10, on voit des tests de modélisation ou de mesure qui montrent qu'effectivement, cet îlot de chaleur urbain, en tout cas à l'échelle de cette ville-là, de cette agglomération-là, est estimé à peu près 4 degrés, donc 4 degrés de différence entre une place au centre de Toulouse et puis des communes des territoires plus périphériques. On voit bien qu'en fonction, ça c'est le petit graphique, la carte à gauche, qu'en fonction des territoires où on va se trouver et plus on va être par exemple proche d'un espace
espaces végétalisés ou plus proches de l'eau, comme c'est la Garonne qui est représentée, on va être sur des couleurs froides, donc un rafraîchissement, alors que sur des quartiers plus urbains, on va être plus chaud. Donc on voit bien que le contexte dans lequel on se trouve va forcément influencer la température et donc la valeur de l'îlot de chaleur urbain. Alors le 8 degrés n'est pas complètement idiot, parce que sur certaines villes, et notamment Paris, on est plutôt sur cet ordre de grandeur-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est en jeu? Pardon, quand on parle d'adaptation climatique, il y a 3 enjeux principaux. C'est d'abord, il faut réduire la vulnérabilité des populations, des gens qui habitent là, ou bien des usagers, des personnes qui passent sur un territoire, de façon à préserver leur santé et puis leur sécurité face aux risques climatiques. Le deuxième enjeu, c'est de réduire la vulnérabilité des territoires aux événements extrêmes, c'est-à-dire réfléchir à ce que le territoire puisse absorber en fait le risque, réagir dessus et puis faire avec du mieux qu'ils puissent pour préserver effectivement l'exposition, limiter l'exposition des populations et puis de tout ce qui compose un territoire, des équipements, des habitations, des différentes constructions. Et puis, ça nécessite, c'est un peu une déclinaison des 2 premiers, de peut-être repenser un peu différemment l'organisation et la gestion de l'espace pour justement améliorer cette capacité de réaction et de résilience et puis, dans le même temps, améliorer la qualité de vie et, in fine, l'attractivité des espaces. Donc pour ça, on a différents leviers en aménagement quand on veut travailler sur ces questions-là pour à la fois les espaces publics, mais également les constructions, les adapter au changement climatique. Il y a un peu 5 axes qu'on a un peu identifiés. La question de la végétation, on l'a abordé tout à l'heure à travers le quiz, puisque ça amène de l'ombre, ça transpire, donc ça rafraîchit l'air. La place de l'eau également dans l'aménagement, révéler l'eau. On a eu tendance beaucoup sur les dernières années pardon, à l'enfermer en pensant la canaliser et puis la maîtriser, et on s'aperçoit que je suis désolée. La mettre à l'air libre permet aussi de participer au rafraîchissement des espaces et puis à gérer autrement les eaux de ruissellement. Travailler sur la forme urbaine et l'orientation des voies va permettre de travailler sur une ventilation naturelle, des aménagements au bénéfice du confort des habitants et des personnes qui utilisent ces espaces-là. Travailler également sur les constructions à proprement parler, donc sur leur hauteur, sur leur distance, les distances entre les bâtiments, leur orientation. Donc, on va beaucoup parler de bioclimatisme, mais c'est donc travailler sur les ombres, sur l'ensoleillement en fonction des saisons ou en fonction de l'heure du jour. Et puis, c'est travailler aussi sur les revêtements, leur nature et leur couleur. Donc, ce que je vous propose à travers les diapos qui vont suivre, c'est quelques exemples d'aménagement que j'ai analysés au regard de ces différents leviers. Et on voit, par exemple, sur le premier d'entre eux, qui est le quartier du Val d'Arquet, donc en Normandie, où il y a eu un travail important sur la place de l'eau dans ce quartier-là. Donc, vraiment travailler sur des noues paysagères, c'est-à-dire avoir des fossés, donc vraiment à l'air libre. Donc, sortir l'eau des tuyaux pour que l'eau transite un peu à au rafraîchissement de la ville jusqu'à aller dans des bassins pour gérer au mieux la régulation en fait des eaux pluviales. C'est aussi une façon de régler la question posée par des pluies un peu intenses qui peuvent venir faire déborder en fait certains réseaux quand ils sont un peu trop enfermés. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus doux en matière de gestion. Et l'occasion de ces nous, de ce dispositif de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, c'est une façon aussi de travailler la place de la végétation et de la qualité paysagère des aménagements. Voilà. On voit aussi à travers ce plan d'aménagement qu'on a quelque chose qui réfléchit aussi
en matière d'organisation des constructions dans l'espace, avec une réflexion sur la ventilation du quartier, de façon à ce que l'ensemble des constructions puissent en bénéficier, et puis avec un travail aussi sur l'orientation des bâtiments. Donc on voit, ils ont joué un peu sur 3 leviers pour réfléchir à l'organisation et à la qualité d'aménagement de ce petit quartier. Autre retour d'expérience, diapo 14, c'est celui à Saint-Clar, donc c'est dans le Gers. Alors là, on est sur une opération qui est beaucoup plus petite, qui s'est implantée dans un espace où c'était de l'agriculture, donc il y a quand même un changement important de l'occupation et du paysage à ce moment-là. Donc l'idée, ça a été de travailler donc sur la végétation, en respectant l'organisation végétale qui était déjà présente sur le territoire, donc déjà respecter ce qu'il y avait et compléter en fait cette structure paysagère et structure végétale de façon à ce que ça bénéficie au maximum de construction. C'est travailler sur l'implantation des constructions au regard de l'orientation du soleil et tout, et puis aussi dans la parcelle. On voit sur les schémas, même si c'est petit, qu'il y a eu un travail aussi de pas faire que des constructions isolées sur leur parcelle, voilà, et de rassembler un peu, de rassembler les constructions, en tout cas en mitoyenneté, et donc ça permet de réfléchir aussi autrement les besoins énergétiques de ces constructions. Et puis le fait de végétaliser de façon assez conséquente, permet aussi donc, de gérer autrement les eaux pluviales et d'éviter des phénomènes de débordement des réseaux. Donc sur le troisième exemple, donc on retourne en Normandie, on est sur une opération peut-être un petit peu plus conséquente, mais dont les principes peuvent tout à fait être retenus sur des projets de plus petite envergure. Là aussi, alors est-ce que c'est lié à la Normandie, mais là aussi on a quelque chose qui va assez loin dans l'ambition de gérer les eaux pluviales, de travailler sur la trame végétale, trame paysagère. Tout ça participe également du coup à réserver, on le voit sur certaines illustrations, des espaces publics assez larges qui vont donc favoriser aussi donc le rafraîchissement par une ventilation plutôt optimisée. Comme c'est des espaces un peu larges, ça ne va pas être juste brasser les éventuels polluants, mais au contraire les disséminer. Donc on joue aussi sur la qualité de l'air. Voilà, on voit qu'on utilise un petit peu les mêmes recettes, et en jouant sur la qualité de cet espace public. On n'est pas juste là pour végétaliser, pour rafraîchir, mais aussi pour qualifier vraiment l'espace public et retrouver l'eau. Sur l'exemple qui suit, donc là, on est à la tour de Salvani, c'est sur une ZAC, donc c'est une opération un petit peu importante, mais qui a la particularité, et là ça peut peut-être intéresser les participants, de jouer aussi sur les caractéristiques du relief qui est un peu marqué, et donc de jouer là-dessus pour organiser la trame paysagère et végétale de l'aménagement, l'orientation également des bâtiments, de façon à ce que les ombres portées des uns ne gênent pas l'ensoleillement des autres. Voilà, donc on joue comme ça sur différents registres, la végétation, la place de l'eau, l'orientation des bâtiments et leur disposition les uns par rapport aux autres. Et tout ça, in fine, participe à faciliter en fait la climatisation naturelle de l'aménagement. Autre exemple, donc ça c'est à Rodez. Là aussi il y a eu un jeu assez subtil sur l'organisation au regard de la déclivité du terrain sur lequel s'implantait cette construction, ces constructions, pardon. Là, le jeu sur la végétation, c'est essentiellement visé à préserver en fait
la végétation existante de façon à être vraiment dans du qualitatif. On est sur un milieu un petit peu urbain, c'est à Rodez, c'est au centre de Rodez, et donc il n'y a pas forcément eu un jeu énorme d'augmenter un peu la part de végétation par rapport à ce qu'il y avait, mais au moins c'était optimiser cette place-là, et puis jouer également sur la végétation pour marquer en fait les différentes strates du quartier au regard du relief. Et puis, bien sûr, jouer sur l'orientation du coup des bâtiments. Autre exemple, donc c'est celui de d'Inde. Donc c'est un travail sur un écoquartier. Donc l'écoquartier n'est pas réservé aux villes à partir d'une certaine taille. Vraiment, on peut travailler dans ce registre-là et dans cet état d'esprit, même à l'échelle d'un territoire un petit peu plus petit. Et là, il y a eu un gros travail pour regarder comment s'organisait déjà la trame du site, la trame paysagère notamment, comment c'était organisé au regard également du réseau hydrographique et du ruisseau qui était pas loin, et puis travailler la trame au regard de ces éléments forts du projet pour justement articuler la gestion des eaux pluviales au regard du réseau hydrographique qui préexistait, et travailler la trame paysagère et végétale à ce niveau-là. Travailler sur l'organisation et l'implantation des constructions aussi pour bénéficier, pour qu'il y ait effectivement limité à la fois les ombres portées, travailler dans certains cas, regrouper un peu les bâtiments et puis jouer aussi sur leurs caractéristiques constructives au regard des enjeux énergétiques. Voilà, il y a eu vraiment un gros travail de fait pour qu'il y ait à la fois du rafraîchissement, de la qualité, voilà, une adaptation par rapport aux évolutions du contexte climatique. Et puis, je pense que j'en ai 2-3. Donc, voilà, là aussi, une ZAC, pareil, sur une ville peut-être un petit peu plus importante, mais qui a également travaillé sur cette trame paysagère préexistante, d'où l'importance, effectivement, de s'ancrer sur le territoire et de ne pas plaquer, en fait, même si on va l'appeler écoquartier, de ne pas plaquer quelque chose sur un territoire et puis que ça ne lui ressemble pas, j'allais dire, vraiment respecter les chemins naturels, par exemple de l'eau, les chemins naturels de la végétation, et c'est ce qui est la plus forte garantie d'avoir des aménagements qui soient efficients dans le temps, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ce qu'on conçoit aujourd'hui continue d'être efficace dans 20, 30, 40 ans, tout au long de la vie du projet et de l'usage que les habitants en feront. L'exemple d'après. Donc là, je suis sur l'avant-dernier, me semble. Voilà, donc là, c'est dans le Tarn, pareil, un projet de quartier qui a beaucoup joué sur la place des espaces verts, leur surface, leur implantation et leur conception au regard des bâtiments également. C'est essentiellement de l'habitat, mais ça pourrait tout aussi se trouver dans des zones qui mixent habitat et activité ou que activité, et donc de travailler sur une noue paysagère avec une réflexion sur son orientation pour faciliter au mieux le rafraîchissement naturel au vu des vents les plus dominants. Et puis un dernier exemple également sur le Tarn, il me semble, voilà, à Grouillé, où là, voilà, un travail à la fois sur les espaces publics avec une ambition en matière d'espaces verts et de parcs et de places de la végétation, la place donnée à l'arbre également, des arbres préexistants ou pas d'ailleurs, et puis un travail sur les bâtiments en se référant à un label qui est le label HQE. Voilà, il y a différents labels d'ailleurs qui existent en la matière et qui visent aussi le respect d'un certain nombre de considérations en bioclimatique. La dernière diapo que je voulais faire, j'ai 1 minute, c'est super, c'est de faire un petit focus sur l'albédo. Alors l'albédo, c'est prendre en considération les revêtements, que ce soit dans la nature des matériaux ou dans leur couleur. Donc il y a un petit schéma qui explique en haut que plus on va être sur des couleurs foncées, des choses avec du bitume, etc., plus en fait on va absorber la chaleur, et cette chaleur, elle va
être relargué la nuit notamment et provoquer ces fameux phénomènes d'îlots de chaleur urbains parce qu'il y a moins de rafraîchissement, parce que voilà, la chaleur elle est relarguée. Et donc, pour vous dire que on peut jouer sur la couleur des matériaux, sur leur nature, sur la présence de la végétation, bien sûr, pour limiter en fait cette absorption et cette captation de chaleur. Et puis il y a des choses qui se testent, on va dire, qui ne sont pas encore très généralisées, mais il y a eu quand même des exemples en France, par exemple de peindre des toitures de grandes surfaces, en fait c'est ça, de jouer sur la couleur blanche pour réfléchir au maximum la lumière solaire, de façon à ce qu'elle ne s'engrange pas dans les matériaux et qu'elle ne soit pas relarguée plus tard quand la nuit arrive. Voilà. Et ça, il y a des choses aussi qui se font, par exemple, sur l'espace public, de peindre un peu en blanc certains espaces. Alors, avec l'attention à porter sur effectivement le fait que ça réfléchit beaucoup la lumière et que visuellement, c'est pas forcément très confortable. Donc, il faut être subtil dans l'utilisation de cette peinture blanche, on va dire. Mais voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut jouer. Voilà, donc si vous avez des questions, je crois qu'il y a une intervention juste après moi et puis un temps de questions-réponses juste après où on pourra revenir sur toutes les questions que je suis en train de voir qui sont apparues sur le fil de discussion. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci beaucoup Geneviève Bretagne. Des questions, vous en avez beaucoup, hein, on en a déjà beaucoup qui sont arrivés pour vous. Donc, restez bien avec nous. Je vais me tourner vers, je crois qu'ils sont tous les deux devant la même caméra. Barthélémy Dumont et Alexandre Pereira, l'un est architecte et l'autre est élu à la mairie de Lavelanet. Ils vont nous parler d'un projet qui s'appelle Lavelanet 2050. Bonjour à tous les deux. Allô? Allô, allô? Barthélémy Dumont, Alexandre Pereira. Voilà, là, je pense que ça va marcher. Vous nous entendez? Nous, on ne vous entend pas. Mais alors, pas du tout. Visiblement, votre micro, leur micro est éteint, je crois, non? Non, leur micro est allumé, ici. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit problème du côté de chez vous de configuration. Barthélémy Dumont, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Faites-nous un petit signe. Oui, il nous fait un petit signe, il nous entend. Mais nous, on ne vous entend pas du tout. Voilà. Peut-être je me retourne le temps que vous essayez de régler ça avec les gens du PNR. Je vais revenir sur les questions à Geneviève Bretagne. Si elle est toujours avec nous, vous êtes toujours avec nous, Madame Bretagne? Oui, vous êtes toujours avec nous. Alors, des questions. Une question de Laurent qui nous dit « Et la voiture, ça n'a pas d'effet sur la température en ville ?» Si, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, elle crée de la chaleur en fait par son fonctionnement. On pourrait dire la même chose de la climatisation au niveau des bâtiments. Et effectivement, ça participe complètement de l'augmentation de chaleur qu'on peut trouver sur des sites plus urbains, on va dire, là où il n'y a pas beaucoup de déplacement d'air et où cette chaleur ne peut pas être évacuée facilement. Bon, après la question de l'air, il y a la question de l'eau. Alors l'eau, il y a eu beaucoup de questions sur l'eau par rapport à cette histoire d'eau à l'air libre. Donc on a eu quelqu'un qui nous a demandé, mais est-ce que ça ne crée pas de l'évaporation? Si, tout à fait, ça crée l'évaporation et de ce fait-là, ça participe au rafraîchissement, puisque cette vapeur d'eau va permettre de rafraîchir un petit peu l'air ambiant. Alors c'est vrai que quand du coup au niveau des nus paysagères il y a plus d'eau, là on limite un peu ça, mais par contre la végétation elle est toujours en place, donc effectivement ça continue quand même ça conserve on va dire sa capacité de rafraîchir un petit peu plus l'air ambiant. Ouais, l'eau à l'air libre toujours. On nous dit, voilà, l'eau, il faut faire attention à la mettre de l'eau à l'air libre à cause du moustique tigre. Donc, André s'interroge, quid du moustique tigre si on laisse de l'eau?
à l'air Mais en libre? fait, ça dépend. Quand on est sur des noues paysagères, on est finalement sur une alternative au tuyau qui va évacuer l'eau. Donc l'eau, elle bouge. Et du coup, ça limite complètement le fait de... Enfin, ça va venir perturber de toute façon le cycle de développement des larves et puis après des moustiques tigres, puisque l'eau bouge. Dès qu'on est effectivement... La question, elle se pose beaucoup si on est sur de l'eau stagnante. Et effectivement, il faut aussi imaginer les pentes de façon à limiter cette stagnation de l'eau, tout en jouant, en étant subtil pour que l'eau reste quand même pour rafraîchir. Donc là, il y a des gros calculs des hydrauliciens sur la question. Yvon demande si le réseau pluvial enterré, donc du coup, ne serait pas une ineptie au-delà de son prix élevé. Ben, tout à fait. Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui parmi les convaincus des gestions dites alternatives à l'eau pluviale pour que ce soit effectivement considéré comme une ineptie et que la normale soit justement des réseaux à l'air libre qui posent d'autres questions en matière de gestion. Ça nécessite d'être dans une considération un peu globale du projet et d'impliquer tous ceux qui seront après impliqués dans la gestion et dans l'entretien de ces espaces-là. Moi, j'ai une question qui m'aura permis d'enrichir mon vocabulaire. Est-ce que vous connaissez le mot implémenter? Moi, je ne le connaissais pas. Enfin, je ne connais toujours pas, mais je vais regarder après. Parce qu'on a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on peut implémenter ce type de modèle, les modèles que vous avez montrés d'aménagement urbain dans des quartiers déjà existants. Ben voilà, hashtag étalement contre renouvellement urbain. Oui, Implémenter, j'imagine, c'est reproduire en fait. c'est reproduire, effectivement, c'est reprendre ces principes directeurs d'aménagement pour effectivement revisiter peut-être alors l'aménagement des espaces publics, oui, pourquoi pas intégrer. Implémenter, c'est intégrer. intégrer, Nous voilà. dit Dani. Pardon. Voilà, l'idée, Mathieu, ça va être peut-être. de reprendre en matière d'espace public. C'est peut-être là où on a le plus de marge de manœuvre mobilisable facilement. C'est de se dire, quid du réaménagement de la place de la végétation sur des espaces publics qui existent déjà. Là où on peut être un petit peu plus contraint, c'est si effectivement on ne touche pas beaucoup aux constructions. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais rien n'empêche éventuellement de promouvoir de la végétation, par exemple, sur façade ou voilà. Dès lors qu'on va être sur du renouvellement de quartier qui va être accompagné de certaines déconstructions ou de revisiter certaines constructions, effectivement, avoir ces principes-là en tête permet peut-être de choisir de façon plus pertinente tel ou tel endroit pour démolir en fonction de la nature du projet, bien sûr. Mais en tout cas, d'avoir une grille de lecture peut effectivement permettre d'implémenter ces principes Pas mal. dans des opérations de renouvellement. Après, j'imagine il y a une question économique aussi Oui. qui fait qu'un promoteur va peut-être avoir beaucoup plus de mal à déjà acquérir du foncier bâti dans un ensemble un petit peu grand et un petit peu large et que voilà, ça pose aussi une question politique. Tout est une histoire de s'éloigne un peu. compromis financier et d'ambition. Ouais. Quelle est la possibilité de participation des habitants des quartiers? Alors, j'imagine que les projets que vous avez montrés, vous avez au moins participé à l'élaboration de certains. En tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on intègre la réflexion des habitants? Est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit l'intégrer? Très franchement, quand on va sur ces principes-là qui sont plutôt ambitieux et l'idée est effectivement de faire participer les personnes, soit qui vivent autour, soit qui vivent déjà là et puis on va étendre les choses, soit des futurs habitants pour pouvoir effectivement prendre en compte les usages des gens qui vont être là. Alors, ils seront peut-être pas là pendant toute la durée de vie des constructions, mais en tout cas, voilà. Alors après, ça participe effectivement du processus normal de concertation et de co-construction des projets qui sont entre les mains des collectivités, des maîtres d'ouvrage. Alors, je crois qu'on a retrouvé Barthélémy Dumont et Alexandre Pereira. Du coup, on reprendra les questions après. C'est ça? Ça marche. Ça va, merci beaucoup Geneviève Bretagne. À tout à l'heure. Allez, juste quand même une facile que j'ai sous les yeux. Si le climat de Toulouse va devenir celui de Tunis, que va devenir celui de Tunis? Mais je ne sais pas si c'est une question d'urbaniste ou de climatologue, ça. C'est André. Eh bien, je ne sais pas. J'imagine avez qu'il va faire encore plus chaud. Vous avez
Vous avez 15 minutes pour trouver une réponse. C'est le temps de l'intervention de Barthélémy Dumont et d'Alexandre Pereira. Donc, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. On essaye de partager l'écran. Là, tu mets un grain. Ouais, un diaporama, vous voulez dire? On cherche notre diapo, ouais. D'accord. Pendant ce temps-là, je rappelle que... Diapo, il est... Je rappelle que vous présentez un projet qui s'appelle Lavelanet 2050. Le voilà. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser des questions par l'onglet discussion. Ça y est, je crois qu'ils ont bien compris. Hein. Les questions, elles arrivent à la volée. Discussion ou converser, je crois, ça s'appelle. Et que voilà, on vous laisse la parole. Alexandre Pereira, Barthélémy Dumont. On voit votre présentation. Hein. Allez, OK. Et vous nous entendez ou pas? Oui, très bien. Ah, OK. Bah, c'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. On est donc... je fais les présentations. On est donc deux. Donc, Alexandre Pereira, qui est le directeur général des services de la mairie de Lavelanet, et moi-même qui représente la maîtrise d'œuvre. Et on va vous parler de deux projets réalisés dans le cadre de Lavelanet 2050. Voilà, je laisse la parole à Alexandre et puis je continuerai. Tu veux une image? Oui, donc on va dérouler. Donc voilà, on va commencer d'un point de vue par l'historique de Lavelanet 2050. 2050, en fait, le point de départ reste l'étude de reconquête qui a été réalisée en 2014. Cette étude a été demandée par Monsieur le maire qui, à l'époque, s'aperçoit d'un centre-bourg en déshérence, des logements vacants et également une bétonisation, si on peut dire, non pas du littoral, mais une bétonisation de son centre-ville avec un recouvrement des cours d'eau. C'était en fait des cache-misères pour l'industrie du textile, en fait. Donc, c'était pour pas qu'on voit que l'eau, tous les jours, avait en fait, des couleurs différentes qui étaient liées au textile. Donc, cette étude de reconquête a permis de lancer un projet qui, ce projet, est arrivé au résultat de Lavelanet 2050. À l'origine, c'est un besoin lié à la rénovation de l'habitat, mais également à la restructuration du centre-bourg. Donc, la ville de Lavelanet, si je reviens en arrière sur l'étude de reconquête, le souhait était de rentrer dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Malheureusement, pour un nombre d'habitants qu'on n'a pas pu atteindre, on a été éjecté de cette démarche-là et on a intégré le dispositif AMI Centre-Bourg où on faisait partie des 52 communes sur le territoire français à rentrer dans ce dispositif qui est en fait la reconquête des centres-bourgs. Ça nous a donné un label, mais celui-ci avait pour objectif quand même cet AMI Centre-Bourg. Et au début, je le regrettais fortement, c'est que c'était essentiellement axé sur la réhabilitation des logements. Mais parallèlement à ça, avec la maîtrise d'œuvre, on a répondu à un appel d'offres, si on peut dire ça comme ça, de notre côté, on va dire d'un point de vue public. C'était en fait le territoire à énergie positive pour la croissance verte, TEPCV. Et en fait, on a été lauréatisé et ça m'a permis de mettre en place en fait un projet de restructuration urbaine puisqu'on a bénéficié de pas loin de 2 millions d'euros de subventions pour requalifier les espaces publics. Donc, TEPCV et AMI Centre-Bourg nous a permis en fait de mettre en place le projet Lavelanet 2050. On peut dire que c'était un projet qui a quand même une réflexion assez profonde et on peut dire aussi que dans l'Ariège, on est très bon puisque quand même on a obtenu en 2017 le prix de l'ingénierie du projet Lavelanet 2050. Ensuite, en 2018, on a obtenu le trophée de la participation et de la concertation. Et en 2020, on a obtenu le trophée Bâti Actu pour la réhabilitation du secteur Sécoustous. Donc, 3 trophées qui viennent corroborer en fait ce projet Lavelanet 2050. Donc, ici, à l'image, vous avez le projet Lavelanet 2050. Son objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie, redonner, on va dire, à la population aussi le souhait de s'ouvrir vers les forêts.
d'où le projet Forêts urbaines. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé ce projet Lavelanet 2050 en 9 sous-projets. Et la liaison de ces 9 sous-projets, en fait, c'est la mobilité douce. C'est pour ça qu'on a été lauréatisé TEPCV. C'est que notre projet Lavelanet 2050 est basé sur Lavelanet, carrefour des mobilités douces des 4M. L'objectif, en fait, c'est de placer Lavelanet au milieu de Montségur, Mont-Dolme, Mirepoix et Montbel, et d'attirer d'un point de vue touristique tous les touristes vers le centre-bourg pour le redynamiser. Voilà notre projet. Et on a eu la chance d'avoir une maîtrise d'œuvre qui est de qualité, parce que ça reste un élément primordial, parce qu'elle a compris ce qu'on souhaitait faire, c'était de changer cette image de Lavelanet, qui était une image de ville industrielle, et de la changer en ville verte et en ville bleue. Voilà ce que je peux vous dire sur cet aspect-là. Tu veux qu'on continue? Oui, on peut continuer. Donc, peut-être... Ensuite, donc, on a accéléré, on est parti sur la participation citoyenne. On a été les précurseurs de cette participation citoyenne de manière générale, puisqu'en 2014, quand on a réalisé l'étude Reconquête du Bourg-Centre, dès le départ, on a associé la population. En fait, dès le départ, c'est les habitants qui sont les experts de leur quotidien à nous donner un constat du cadre de vie dans lequel ils vivaient actuellement. Et à partir de ce constat-là, la maîtrise d'œuvre qui a travaillé avec nous depuis le début nous a permis de mettre en place un programme, mais aussi à traduire en fait les difficultés des habitants. Les propositions de Lavelanet 2050 sont à l'origine des besoins formulés par la population. Et une fois qu'on a mis en place ce projet-là, Lavelanet 2050, on a ouvert la maison des projets en 2016 et on a toujours associé les habitants à notre projet. On va dire que ça marche puisque actuellement on est dans un petit local de 40 mètres carrés rue de Verdun et on va ouvrir un autre local maison des projets qui se situe un peu plus bas au cœur du secteur Sécoustous et qui fait environ 120 mètres carrés. Donc ça veut dire que la population est attentive au projet de la ville. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière globale sur le projet avant de rentrer sur la partie technique que je laisserai à M. Dumont. Bonjour. Donc, je présente en deux secondes plutôt, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Lavelanet. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent. J'ai repéré pas mal de gens que je connaissais dans les participants. Rapidement, Lavelanet, c'est une ville qui est sur le massif du Plantorel. On voit ces images en bas à gauche. On voit la double rangée du Plantorel et derrière le massif de Table et derrière les Pyrénées et les vallées transversales qui coupent le Plantorel avec chaque fois une rivière évidemment qui passe par là. C'est l'Hers, c'est le Touillre. Et vous connaissez vous-même beaucoup d'autres rivières qui traversent le Plantorel. Il y a Foix, la Riège. Il y en a une très fameuse qui est le Mas d'Asile, évidemment, où la rivière passe, mais le plafond du Plantorel ne s'est pas effondré. Donc, on a une rivière qui passe à l'intérieur de la colline qu'elle a creusée. Lavelanet, donc, c'est une ville qui se construit autour d'une cluse ici. Donc, la vieille ville est là. Et puis après, c'est une ville industrielle qui est une ville-rue de faubourg. Et donc, c'est très important de comprendre que c'est une ville industrielle parce que toute la question, on parle de 2 projets de réhabilitation, mais Lavelanet 2050, c'est un projet de réhabilitation globale de la ville, puisqu'on se retrouve avec une ville qui passe peut-être de 10 000 habitants en 1975 à 6 500 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il perd entre 25 et 30% de sa population, ce qui est un gros traumatisme et qui perd surtout tout son emploi textile, donc avec tous les problèmes de chômage, de paupérisation, etc. de la ville qui vont avec. Donc, le projet, c'est vraiment un projet de réhabilitation de cette ville dans un contexte de désindustrialisation. C'est presque un cas d'école. On en a beaucoup
en France et la Vanne en fait partie. On voit aussi cette diapo qui est le Touillre. Ça, on est avant 1956, avant de couvrir la rivière. Et c'est cette rivière qui crée cette cluse-là. Et c'est cette rivière qui a été couverte par les industriels. On ne jette pas la pierre aux industriels qui ont fait un travail énorme de transformation de la ville. Mais ils étaient confrontés à des problèmes de pollution, et notamment de pollution de rivière, d'odeur, comme disait Alexandre, de couleur de l'eau qui était verte le matin, rouge l'après-midi, noire le soir, etc. Et donc, ils ont couvert ces rivières. On en a rouvert une, pas celle que vous voyez là sur la photo, mais une autre, une petite, et c'est l'objet des projets qu'on va présenter. Alors, il y a 2 projets dans ce cadre. Dans le cadre de 2050, il y avait 9 projets, comme disait Alexandre. La commune en a réalisé 2. Le premier, c'est la restructuration de cette rue Alsace-Lorraine, 800 mètres de long, qui est l'entrée nord de la ville et qui est aussi une rue fondatrice avec ici un multisport qui a été rénové il n'y a pas longtemps, où il se passe beaucoup d'activités, la mairie qui est ici au milieu, et un quartier où la ville dense arrive et où la ville plus de faubourg continue. Donc la question, c'était que cette rue-là, c'est la rue qui va de Lavelanet à Mirepoix et plus loin à Pamiers, etc., à Toulouse. Donc c'était une rue qui était une rue à fort trafic, une route départementale très large, entre 8 et 12 mètres, où passaient les camions qui amenaient qui transportaient le textile, puisqu'il n'y a plus de train depuis 1970 à peu près, à Lavelanet. Donc le projet a été de requalifier cette rue, de la réadapter à quelque chose qui est un trafic beaucoup plus doux, donc réduire les largeurs, ramener, refaire des parvis le long de la rue, faire re-entrer la végétation dans cette rue qui était complètement, mais vous verrez des photos plus loin, qui était complètement minéralisée et complètement routière, on va dire, et puis créer, puisque c'est un des thèmes de TEPCV pour lequel a été élue la ville, des mobilités douces, pistes cyclables, aménagement piétonnier, liaison avec la voie verte qui a été rénovée par le conseil départemental juste au bout de la rue, donc une liaison directe, et d'autres aménagements comme par exemple des parkings paysagers, des plantations d'arbres, etc., etc. Toutes choses dont a parlé Geneviève Bretagne juste avant, ce qui nous permet de ne pas rentrer dans la théorie, ce qui est super, puisqu'elle l'a fait, et très bien fait. Ça, c'est une vue donc, de la rue Alsace-Lorraine avant restauration, où on comprend tout de suite le caractère routier de cette rue, avec des îlots directionnels, tout qui est fait pour les voitures. Là, on avait l'ancienne douane pour les produits textiles. Et c'est ce bâtiment-là qui a été transformé en centre multisport pour lequel on a fait un parvis devant. Je passe vite. Là, on voit donc des vues aériennes, des vues drones, des aménagements qu'on a pu faire. J'essaie d'enlever ça. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça reste là. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Attrape-le. Ouais, je le mets là. OK. Donc là, on voit les aménagements. Bon, la rue qui est réduite, la route départementale qui a été réduite à 6 mètres. Là, on a une petite excroissance parce qu'il y a un arrêt de bus. Les parvis qui ont été traités avec des traitements sol, tout ce qui est en gris avec des petites pointes comme ça, on est au début du projet. Ce sont des massifs de pleine terre dans lesquels sont plantés des arbres, dans lesquels sont plantés des massifs arbustifs, etc. Et puis après, on a des pistes cyclables créées, voilà, tout un aménagement à la fois paysager, d'espace public, de jardins, en profitant aussi des jardins qui sont le long de la voie, qui existent et qu'on a essayé de faire participer au projet. Bon, on a aussi une autre photo du même endroit où on voit un peu l'espace pacifié entre les piétons et les voitures. Il y a des plateaux qui font qu'on traverse. Il faut savoir que pas loin, ici, il y a le collège Victor Hugo, donc il y a beaucoup d'enfants qui se promènent dans ce coin. Une vue de nuit où on a travaillé avec un concepteur lumière, d'abord pour travailler avec un projet énergétique relativement économe avec des LED,
Et ensuite, on a en plus travaillé sur l'histoire de la ville en créant CEMA et ces projets qui sont des décors qui reprennent des principes de chevrons textiles, de fibres textiles, qui est une sorte de clin d'œil à l'histoire de la ville. Dans le même projet, des détails d'aménagement. Ici, un petit jardin, le jardin Trégueux, complètement dans la zone nord. Des plantations en pied de mur, des créations de petits chemins, un parking paysager ici à gauche, à droite de ce chemin. Donc, ces plantations de rosiers qui donnent beaucoup de convivialité, de qualité aux espaces qui autrefois étaient vraiment dédiés à l'activité industrielle. Et donc, il change complètement l'image qu'on a de la ville, le confort des habitants, l'envie peut-être de sortir à nouveau. On voit ici tout le long de la rue qui a été recréée, qui a été réduite. Évidemment, des stationnements qui sont toujours présents. Un système de pavés enherbés qui sépare, si vous voulez, le nouveau trottoir de la voirie et des parkings. Et on voit que, et là on est très heureux, que petit à petit ça se colonise avec l'herbe qui vient pousser là-dedans sans qu'on ait fait grand-chose et qui permet de désimperméabiliser les sols. On a aussi désimperméabilisé les sols en faisant tous ces massifs, en faisant ces massifs tout le long des jardins qui existaient déjà. Ça fait une sorte de prolongation des jardins sur la chaussée. Et puis ici, on voit la piste cyclable qui a été créée avec en parallèle un passage piéton. Alors celui-là, il n'est pas accessible aux handicapés. De l'autre côté, il est plus large, de l'autre côté de la rue. On n'avait pas les largeurs suffisantes pour faire des choses très larges partout. On a fait des choix. Et voilà. Autre photo. Alors, on va finir pour ce projet-là. Ça va très vite, hein, je suis désolé, mais on n'a pas trop de temps et on voudrait présenter l'autre projet derrière. Cette photo pour montrer une appropriation qu'on n'imaginait pas des espaces. Voilà, on est sur le parvis multisport et on a des participants qui viennent faire du skate et de la voile à skate quasiment sur ce parvis multisport, ce qui est quand même assez sympathique de voir que bon, on n'imaginait pas ça, mais ça marche. L'autre projet, le deuxième projet, donc là on était ici sur la rue Alsace-Lorraine. Et le deuxième projet, lui, par contre, il est vraiment dans la partie de la Cluse de Lavelanet. On voit un soula là, l'autre soula qu'on devine ici. Ici, le Touille, la rivière qui a été couverte, qui est ici. Et derrière, dans ce quartier-là, ici, on a une autre rivière qui passait, parce qu'en fait, Lavelanet était une ville d'eau, il y avait de l'eau partout. Et on a une autre rivière qui passait là, qui allait se jeter dans le Touille, et qui a été aussi couverte, mais là très tôt, en 1945, avec des projets qu'on a retrouvés qui datent de 1936, qui étaient aussi un égout et un cloaque. Mais là, le problème, c'est qu'on est en plein cœur de ville, on a juste l'église derrière, qu'on voit ici, juste avec le clocher là. Et donc, c'était devenu un endroit, vous voyez des photos ici, ça a été couvert par cette dalle béton, mais sans aucune qualité. Alors, je n'ai pas mis les photos de 1900. On a des cartes postales qui montrent évidemment des choses idylliques qui tombent dans une rivière. On est passé dessous, on est allé se promener et on a vu cette dalle béton sur ces supports béton et surtout ici une ancienne chaussée en pierre magnifique qui témoigne aussi de l'activité industrielle de la ville à la fin du 18e, début 19e. Là, on est en 1800, à peu près à l'époque napoléonienne, quand on fait ça. Mais une chaussée, ça veut dire que derrière, il y a un canal de fuite et derrière le canal de fuite, il y a une usine qui tourne, qui fait tourner les machines. Donc, c'était tout cet endroit-là. Et à la suite de la construction de cette dalle, et parce que la prospérité de la ville faisait que toute la vieille ville s'est paupérisée et toute l'activité s'est déplacée dans les faubourgs, même le cœur de ville en fait s'est déplacé dans les faubourgs. Toute cette partie ancienne de la ville qui est très belle était complètement en ruine avec des bâtiments irrémédiablement insalubres qu'on a choisi de démolir pour refaire des espaces publics et au passage dégager cet espace-là qui est une ancienne rivière
Et vous allez voir, voilà les travaux de démolition. Ici, on retrouve le mur en pierre de la rivière. On voit son lit ici. Et latéralement, on voit quelque chose qui va apparaître plus tard, qui est la chaussée en pierre du XVIIIe siècle qu'on va réussir à découvrir avec un dénivelé de 3 mètres de haut et qui va finir par donner, une fois dégagé, restauré, cet espace que vous voyez là. On revoit cette chaussée, l'eau qui est revenue. Alors évidemment, on a travaillé avec un bureau d'études hydrauliques pour, avec un système de vannes, faire un bassin pour avoir, parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'eau qui coulait là, pour avoir de l'eau en permanence. Et on se retrouve maintenant avec évidemment une qualité urbaine qui est que tous ces immeubles-là qui étaient enchâssés dans des constructions vis-à-vis qui ne leur permettaient pas d'avoir de soleil extérieur, se retrouvent avec beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, etc. Et en plus une vue très sympathique sur une rivière. Et en fait, Barthélémy Dumont, excusez-moi. Il va falloir que vous activiez un petit peu parce qu'on voit le temps tourner. Merci. On continue vite fait. Dans la rivière, on a aménagé donc pour des questions de biodiversité des jardins flottants que vous voyez là à divers stades. Et ici, le long des immeubles qu'on a démolis, recréation d'un espace public avec de nouvelles végétalisations, des mobiliers urbains, etc., des plantations que vous voyez là. Une vue qu'on a repiquée sur Facebook d'un type qui est allé se mettre dans l'eau pour prendre une photo qui nous a tellement paru sympathique qu'on vous la montre. Et voilà, c'est fini ce qu'on voulait vous montrer. Ça, c'est une image du projet. Merci beaucoup. On est à votre dispo pour les questions. Merci. Les questions, vous avez un petit onglet discussion ou donc converser juste en bas de l'image. Juste ces jardins flottants, c'est bluffant, Barthélémy Dumont. Merci. Merci pour la paysagiste en l'occurrence. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse qui a travaillé sur ce projet? Juste m'excuser auprès d'Alexandre Pereira. Je vous ai bombardé élu municipal. Vous êtes DGS, je crois, à la mairie de Lavelanet. C'est pas grave, il n'y a pas de mal. Avec plaisir. Excusez-moi. Allez, quelques questions. Non, je vous en prie. Quelques questions pour Geneviève Bretagne pour le moment. Ah, il y en a pour Barthélémy Dumont et Alexandre Pereira. Bon, on va y revenir après. Juste, comment articulez-vous les usages des espaces et leur nécessaire économie? C'est une question d'Yvon. Ça vous laisse circonspect. Oui, tout à fait. C'est pour Geneviève Bretagne. Hein? Oui, enfin, je pense que vous auriez toute la matière aussi sûrement pour répondre, peut-être même plus que moi. Ben voilà, ça fait partie d'éléments de projet qu'il faut considérer. On est dans l'économie générale du projet. J'avoue que je ne sais pas trop forcément répondre là. Nous, on est beaucoup plus en amont et du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez peut-être plus d'éléments, Barthélémy. Je crois qu'il y a un problème qu'évoque Yvon, c'est que on n'a pas d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent pour restaurer les espaces publics. On a peut-être de l'argent pour faire avec les systèmes de l'ANA pour réhabiliter le bâti, mais on a du mal à trouver de l'argent pour restaurer les espaces publics. Et donc là, à Lavelanet, ce qu'a fait la mairie très intelligemment, mais là je laisserai peut-être la parole à Alexandre, c'est qu'ils ont fait un appel à projet TEPCV et ils ont eu beaucoup d'argent en développant tous leurs projets sur le principe du TEPCV. C'est ça qui s'est passé. Alors en fait, pour répondre là-dessus, c'est que malheureusement, du fait de ne pas être en QPV, on n'a pas pu bénéficier. Quartier prioritaire de la ville. Allez, je résous les acronymes pour les participants. Donc de ce fait, ça a été très compliqué pour faire de la rénovation urbaine. Donc, alors ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu, là je vais me jeter des fleurs, c'est qu'il a fallu monter une ingénierie, on va dire, financière. Jusque dans ce projet-là, ne serait-ce que sur le secteur Sécoustous, on a du projet TEPCV, on a de l'ANA, on a du RHI Tirori, on a des subventions de la région, département, FNAT, FSIL. Merci pour les acronymes. Voilà. Cela, je ne peux rien y faire. Donc en fait, il a fallu monter des maquettes financières par petits projets
pour arriver à un projet global. Voilà, ça a été très, très, très compliqué. D'accord. J'ai une question qui vaut peut-être aussi pour Geneviève Bretagne et Barthélémy Dumont et Alexandre Pereira. Ce qui pose la question sur cette rénovation-là. On a beaucoup parlé. Finalement, vous avez commencé à répondre à cette question-là, monsieur Dumont. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont pris en compte que la hausse des températures dans les rénovations urbaines? Et la personne, c'est Laurent, dit voilà, vous avez parlé de corridors verts, bleus, favoriser la biodiversité, les écosystèmes, etc. Et pourquoi pas faire des jardins bio au milieu. Enfin bref, pensez, j'imagine, l'urbanisme dans cet ensemble-là. C'est ce que vous avez un petit peu montré avec le quartier du Sécoustou. Je ne sais pas qui veut répondre en premier entre Geneviève Bretagne. Je peux commencer, mais c'est vrai que l'exemple qu'on a eu là l'illustre bien. C'est beaucoup plus intelligent de réfléchir soit à un nouvel aménagement créé ou dans de la rénovation, en imaginant les différents usages et puis en démultipliant en fait les fonctions que ces aménagements vont pouvoir porter. La question effectivement de la biodiversité, elle est très à la mode, j'allais dire, mais c'est vrai que ça a du sens du coup de réfléchir l'implantation de la végétation, le choix des essences également, la diversité des strates végétales également dans le projet pour favoriser cette biodiversité, ce qui permet et pour faire le lien avec la question précédente, peut-être aussi d'aller rechercher, de trouver des financements qui vont plus cibler cette fonction biodiversité qu'autre chose. Donc, c'est aussi démultiplier en fait les façons de faire. Autre chose que j'ai pu voir également dans la présentation, mais vous pourrez y revenir, c'est on parle de mobilité douce ou de mobilité active, de favoriser la marche à pied, favoriser le vélo. C'est aussi travailler dans cet esprit-là. Donc, c'est voir un petit peu l'aménagement, pas comment dire, thème par thème, de façon très cloisonnée, mais c'est essayer de voir. Donc, effectivement, quand on veut travailler avec la végétation pour limiter la température, de fait, on travaille sur le paysage, sur la présence des différentes espèces animales, végétales. C'est plus intéressant et ça peut du coup faire réfléchir sur l'implantation de jardins. Alors soit intégrer les jardins privés dans la conception globale de l'aménagement, soit se dire on va pouvoir mettre en place des jardins plus collectifs ou qui participeront aussi à la trame verte en fait. Oui, mais intégrer les jardins privés, ça se voit. Moi, j'ai l'exemple de villages dans les Corbières, en bord de rivière, où ils sont totalement intégrés dans la richesse paysagère. Ouais. Paysagère, oui. Quelle qualité de la biodiversité de la rivière? J'imagine on parle du Touïr pour Barthélémy Dumont. Est-ce que ça s'est amélioré aujourd'hui? Alors, elle coule déjà plus jaune, oui. Ça c'est sûr. Alors ça s'est amélioré pour plusieurs raisons. D'abord, moi je pense que oui, le fait qu'elle soit cachée fait que de toute façon on la néglige et donc elle est un espace de pollution plus facile. Le fait qu'elle soit ouverte, alors c'est pas encore gagné parce que on a récupéré un certain nombre d'assainissements qui se jetaient dedans de façon un peu illicite. Et de toute façon, il n'y avait pas de tout à l'égout fini dans le coin, donc les gens ne pouvaient pas non plus faire autrement. Mais il y a des endroits où tout à l'égout existe et les gens continuent à se jeter dans la rivière parce qu'elle est couverte et que personne ne le voit. Mais maintenant qu'on le voit, effectivement, ça va être plus difficile d'échapper à quelque chose qui est la loi sur l'environnement qui dit qu'on doit se raccorder au tout à l'égout quand il existe. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en plantant le projet de la paysagiste, là, qui est assez innovant, des jardins flottants qui sont en fait sur des espèces de bouées dans lesquelles elle a planté beaucoup de plantes différentes. Ça fait comme une mangrove, ça fait comme un racinaire qui épure l'eau, en fait, le long de la rivière. Et quand on est allé visiter là-dessous, je peux vous dire qu'il n'y avait que des rats, en fait. Hein. Et maintenant, il y a des truites. Et on a des truites qui commencent à arriver. Et on a aussi des canards. Oui, c'est vrai qu'on a des canards. Alors, les canards, ça nous inquiète parce que ça mange les plantes. Mais bon, voilà. Donc oui, le fait d'ouvrir, de toute façon, après, c'est toute
c'est toute la grandeur de notre moment. On est dans une ville industrielle qui a pollué énormément, mais qui a fait la prospérité de Lavelanet. C'est une ville très, très riche dans les années 60-80. Et aujourd'hui, elle est très, très pauvre, mais elle va devenir écologique parce qu'il y a le tout à l'égout. Il y a même un égout industriel qui a été fait qui fait qu'on pourrait rouvrir le Touille aujourd'hui, en fait. Alors, il y a des gens moi, j'ai vu des gens se baigner. En tout cas, aller dans la rivière du Pipier, puisqu'on a fait des gradins qui descendent dans l'eau. Et on a vu des enfants aller là-dedans. Bon, voilà, de temps en temps, c'est très propre. C'est d'autant plus propre qu'il y a beaucoup d'eau qui circule. Gaël demande si ces projets sont toujours bien acceptés. Gaël qui pense par exemple, c'est vrai, à ces parkings avec les pavés enherbés. Est-ce que vous avez des retours de certaines personnes qui trouveraient ça pas très très propre? Alors c'est vrai que cette question de la propreté, elle s'était posée aussi au moment du zéro phyto, avoir des herbes qui poussent le long des trottoirs. J'imagine que c'est un peu la même problématique. Voilà, des changements de prisme, de ce qui est normal ou pas finalement. Non, non, tout à fait. Ce changement de prisme a été très bien accepté par la population. Et les parkings, voilà, c'est quelque chose de très positif. Ça change en fait en profondeur notre image. Le souhait de faire évacuer la voiture du centre-bourg. Donc, ces parkings enherbés sont vraiment quelque chose de magnifique. Ça apporte une pierre à l'édifice pour le changement de notre image. Oui. Bon, il y a eu quelques réflexions aussi qui ont été faites, pas forcément des questions. Je vais vous poser la dernière question. D'Yvon, encore lui. Il y a la DSL visiblement, il y a le très haut débit à Paillasse. Les lampadaires sont beaux, mais la trame sombre ne vous tente pas pour renforcer la biodiversité nocturne. La trame sombre, ah oui. La trame sombre, bah, finalement l'extinction des feux la nuit. Oui, la trame noire, ouais. D'accord, ok, d'accord. Oui, effectivement, ça nous tente. Ça nous tente afin, déjà, par rapport à la biodiversité, mais également en facture d'énergie. Mais ce projet-là, en fait, nous a permis de mettre en place des luminaires à LED et on a des consommations d'énergie qui ont carrément chuté sur cette avenue. Et on va dire les élus sont partagés parce que vous avez pu le voir sur les photos, les luminaires sont magnifiques, sont à basse consommation. Et ça serait dommage de ne plus le mettre en valeur, d'autant plus qu'il manque une photo qui est, on va dire, primordiale, mais j'en voudrais pas à mon collègue. C'est que l'éclairage public a mis en valeur la mairie de Lavelanet, qui en fait est l'un des plus beaux et le plus beau bâtiment de la ville. C'est un château avec un parc. Et c'est vrai que ces luminaires, ça lui a donné une nouvelle vie. Pour répondre à Yvon, c'est amusant parce qu'en fait, le concepteur lumière qui a fait ce projet, donc il a fait ce projet, il a fait un projet global pour la ville à la demande de la mairie. Ensuite, il est intervenu sur ce projet précisément de la rue Alsace. Il s'appelle Lionel Bessières à Toulouse, un quartier lumière. Et quartier lumière, on est toujours en contact avec lui, surtout Sylvie qui est prof à l'école d'archi et qui lui fait faire des cours là-bas. Il est en train de lui dire, à Lavelanet, j'ai mis trop de lumière et maintenant je suis en train de travailler sur l'économie de l'éclairage. Voilà, donc il n'est pas fou en même temps. Hein. Il peut travailler 2 fois. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Vous avez beaucoup de commentaires de gens qui disent que c'est un très très beau projet Lavelanet 2050, voilà, qui ont été visiblement convaincus. Voilà. Oui. Parmi les. Alors oui. Je rajouterai juste un dernier mot. Nous, on vous remercie beaucoup. On remercie le PNR d'avoir choisi Lavelanet comme projet type. Et bien entendu, nous, on vous invite à faire une sortie terrain et on vous expliquera tout ce projet en détail avec grand plaisir. Eh ben, très bien, faites-le savoir à la radio aussi d'ailleurs. On prend l'info avec plaisir. Geneviève Bretagne, l'agence, votre agence est disponible pour les collectivités qui voudraient justement prendre conseil sur l'aménagement urbain?
Oui, tout à Comment fait. ça se Bah, passe, de toute un peu façon, comme le CAUE avec l'architecture oui, c'est un peu le même principe de fonctionnement. On travaille effectivement avec et pour les collectivités. On les accompagne en fait on les conseille, on les accompagne dans la définition de leurs projets en matière d'urbanisme, d'aménagement, que ce soit très en amont quand les idées sont pas très claires, bah, on aide à clarifier un peu les choses et puis après, bah, on accompagne dans le dessin un petit peu plus précis. Par contre, après, bah, on passe la main parce que c'est plus notre job Ouais. dès lors qu'il faut dessiner Et vous plus agissez précisément. y compris en dehors de la métropole toulousaine ou Tout à fait, oui, oui, oui. voilà. C'est vrai qu'historiquement, on était plutôt sur l'agglomération toulousaine. Et puis, bah, ça fait quelques années maintenant que bah, on travaille bah, dans le Tarn, dans le Gers, un petit peu dans les Hautes-Pyrénées, un peu en Ariège. Voilà. Donc, on va un petit peu plus loin. Merci beaucoup à tous les trois. On va vous Merci à vous. prendre C'était une votre très chouette journée. Merci.